Bonjour à tous et bienvenue pour ce GCN Show numéro 224. Et oui, les vacances c'est fini, je suis de retour. Et d'ailleurs, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé sur la planète vélo? Il y a eu un amateur qui a battu Vincenzo Nibali sur Strava. Il a eu le COM du Mortirolo. Donc quelle est la valeur de ce COM? Est-ce qu'il va pouvoir passer pro comme il le demande? On va voir ça dans ce GCN Show. Bon, ta prononciation d'italien irréprochable, on voit que tu as passé tes vacances en Espagne et pas en Italie. Ouais, c'est trop compliqué. Mais Jake Burke, le Canadien en question, qui a 29 ans, lui c'est bien du côté de l'Italie qu'il était, puisqu'il a coup sur coup battu, tu l'as dit, le COM du Mortirolo, détenu jusqu'alors par Vincenzo Nibali. T'as vu, c'est mieux, hein, lors du Giro d'Italia 2019. Et ensuite, le record du Stelvio, détenu lui par Jay Vine, toujours lors du Giro 2020. Alors celui-là, il a d'abord annoncé sur Instagram en disant qu'il le mettrait plus tard sur Strava. La raison est simple, c'est qu'il va tellement vite et c'est tellement surprenant qu'il est automatiquement éliminé ou en tout cas caché par Strava, par l'autodétection Strava, comme s'il avait oublié d'éteindre son compteur dans la voiture ou triché, ou intentionnellement ou non. Des fois c'est juste en oublie d'éteindre le compteur dans la voiture. Mais voilà, et ça pose une question effectivement sur la valeur, tu le disais, de ce COM-là, et surtout, lui, sa demande, c'est le titre de ses activités Strava, etc. C'est au fait, si vous êtes recruteur d'une équipe pour le Tour, je cherche un petit contrat pour l'année prochaine, en sachant que c'est un coureur qui a déjà été professionnel à l'échelon continental, donc la 3e division mondiale, lorsqu'il était un petit peu plus jeune, notamment dans l'équipe Léopard dans l'année 2022. Oui, et d'ailleurs, il avait eu un contrôle de dopage positif, ça bien sûr, il faut qu'on le dise, mais où il a été innocenté par la suite et il a fait du coup cette carrière d'amateur par la suite. Il a même fait un podcast. Son podcast d'ailleurs, c'est Comment devenir pro. Ouais, bah apparemment, suivez pas trop les conseils, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que chez les jeunes, il était déjà très fort. Il est canadien, il y a une course assez célèbre au Canada qui s'appelle le Tour de l'Abitibi, et il y avait gagné le contre-la-montre avec le record. Donc ça c'est il me semble que chez les juniors ou chez les espoirs, en tout cas chez les jeunes. Donc c'était prometteur et du coup de fait il est passé en continental. Et alors là, coup dur, en 2022 il s'est fait renverser par une voiture. Et comme il n'a pas la chance d'être en France, pour payer ses frais médicaux, il a écrit un livre. Et comme le livre a bien marché, il a créé son podcast. Et après ils l'ont soigné. Du coup, finalement, il a réussi apparemment à se soigner et surtout à revenir à un niveau qui est costaud. Revenons sur le vif du sujet. Oui, sa valeur. Parce que quelle est la valeur finalement de cette performance? On ne peut pas dire que battre un COM sur une montée, en plus, il y a certains cols qui sont marqués officiels, du coup qui sont certifiés par Strava. Ce segment, ce segment correspond à la montée du Ventoux, l'Alpe d'Huez, tout ça. Mais quelle est la valeur de battre ce record? Est-ce qu'il est beaucoup plus puissant qu'un autre coureur et grâce à ça, il doit ensuite aller dans une équipe pro? Ou est-ce que, clairement, c'est juste Internet et ça n'a pas de valeur? Bon, je pense que niveau puissance, il a quand même des capacités qui sont folles. Bon, la preuve, il avait gagné des courses au Canada. Il a été en équipe Conti. C'est quelqu'un qui est dans le milieu, qui s'entraîne énormément. Mais est-ce que ça doit faire loi, on va dire, Finalement, la question est un peu bizarre parce que, à première vue, non, battre un segment Strava, il y a trop de choses qui rentrent en compte dans le cyclisme professionnel pour se baser uniquement sur un chrono d'une montée sèche. On parlait du Giro. Le Giro, c'est une course par étapes, on ne sait pas exactement comment la course se déroule. Alors d'un autre côté, il peut y avoir un peloton et un train, et aussi de la motivation, qu'il n'y a pas forcément quand on est tout seul au pied d'une bosse. Mais il faudrait comparer la météo, il faudrait d'ailleurs, tu as mené un petit peu l'enquête, comparer le matériel, le déroulement de la course, etc. Ne pas oublier que faire une montée sèche ou faire 15 jours de course, puis une montée du Stelvio après 150 bornes, c'est quand même pas la même chose. Complètement. Mais d'un autre côté, pour sélectionner les coureurs dans les équipes professionnelles, on fait quoi? Des tests d'effort. Donc finalement, c'est ni plus ni moins qu'un test d'effort dans la vraie vie. Donc c'est un test d'effort public. C'est là où il y a encore et social sur un réseau social finalement. Le problème c'est carrément un réseau social. Le problème du fait que ça a été sorti du système Strava, de fait que ce soit trop rapide, on n'a pas les valeurs. Mais j'ai vu passer un petit peu dans les articles à droite à gauche quelque chose comme plus de 6 watts et demi par kilo sur 45 minutes. C'est très très fort. Il ferait 69 kilos annoncés sur Wikipédia. Ça me semble un petit peu lourd par rapport au. Un peu lourd quand même. Ça voudrait dire énormément de watts et donc un gros moteur. Oui, mais bon, j'ai vu aussi qu'il allait s'attaquer au col de la Madone avec un COM,
King of Mountain ou Queen of Mountain, ça c'est les abréviations sur Strava, qui est détenu par un certain Tadej Pogacar. Est-ce que... C'est un jeune prometteur, ça, non? Ouais, mais pas au niveau de la coupe de cheveux. Parce que j'ai vu qu'il allait se faire couper les cheveux, c'était pas terrible. Mais bon, ça après, c'est ses origines. Bah, c'est les jeunes, ça. C'est le style. Mais non, ce qui est intéressant, c'est quelle est la valeur finalement d'une performance comme ça. Parce que moi, je vois que j'aime bien réaliser des performances sur les com Strava. Bon, aux alentours de la 1000e place. Hein, 150e sur l'Angliru quand même, ça pousse. Hein. Ah, mais c'est normal, on est 2000 à l'avoir fait, même pas 1000, c'est trop raide, les gens ont peur. D'ailleurs, tu y es allé toi? Non. Ah ben voilà. Mais par contre, non, sur une vraie montée, moi je suis très loin, mais j'aime beaucoup ce classement. Mais le problème, c'est que dans ce record, est-ce qu'il doit vraiment être pro? Est-ce qu'il est plus fort que Nibali? Ben pas forcément, parce que certainement tu le disais, on ne connaît pas les conditions de ce com. Ça se trouve, il avait vent de dos, une tempête. En fait, lui, ce qu'il demande, c'est d'avoir sa chance. Alors, au niveau World Tour, pour moi, c'est abusé. Et surtout, c'est un petit peu tard. Et n'oublions pas qu'il a 29 ans. C'est pas vraiment la tendance de se faire signer des coureurs professionnels à 29 ans. Je le sais, on a le même âge. Donc, on a un peu le train est passé pour nous, j'ai envie de dire. Ça n'enlève rien à ses qualités physiques, c'est sûr. Maintenant, le cyclisme professionnel, avant d'être un test d'effort, c'est beaucoup de choses. C'est du placement, c'est trouver sa place, trouver son travail au sein d'une équipe, son rôle. C'est savoir encaisser beaucoup de jours de course à l'année, notamment dès qu'on n'est pas un grand leader. Le but, c'est pas forcément d'être à 100% 2-3 fois dans l'année, c'est plutôt d'être à 90% et d'être toujours disponible pour son équipe, pour le rôle qui nous est attribué. Avec tout ça, c'est très très loin d'un record Strava. Les professionnels roulent avec plein de partenaires d'entraînement tout au long de l'année, certains qui sont aussi forts ou meilleurs lorsqu'il s'agit d'un entraînement. Ça ne veut pas dire que sur un peloton de 200 mecs énervés ou 200 filles énervées, motivées, etc., sur l'ensemble d'une saison, sur l'ensemble d'une carrière, ça veut pas dire que là on y arrivera. J'en veux pour preuve le champion du monde de e-cycling, deux fois, la première édition et la dernière édition en date, Jason Osborne, qui a été professionnel une année en Conti, 2 ans en World Tour. Voilà, il a un moteur sans nom, il est médaillé olympique en aviron. Il était chez Alpecin. Il était chez Alpecin donc, il a 2 ans et il y a 1 an dans la Conti. Il n'est pas pour autant gagné le Tour de France, alors qu'il a des qualités physiques incroyables. Mais le vélo sur route, et le vélo en général, et c'est pour ça que c'est intéressant, ne se limite pas à ce que tu as dans les jambes, et juste à un test... Un test sur un seul col ou un seul segment. Sans rien enlever à la performance de Jake Burke, à la performance d'Osborne évidemment, et au titre de e-cycling. Chez les femmes, on a un petit peu le même modèle. Elle s'appelle Illy Gartner, et elle a l'immense majorité des QOM, des QOM, cette fois des Queen of Mountain, tu le disais. Donc évidemment chez les femmes, mais de tous les grands cols connus, notamment Télégraphe Galibier, Alpe d'Huez, Stelvio, qu'elle a fait elle aussi à l'automne. Et elle est souvent devant Vollering, devant l'Alpe d'Huez, elle est devant le Tour de France de cette année. Mais du coup, elle les sélectionne, elle va en bas, elle s'échauffe, et paf, contre la montre. C'est à peu près ça. Alors souvent, il y a une petite boucle avant, mais comme tu dis, qui sert d'échauffement. Et après, elle tente sa chance, comme a fait Jake Burke. Ok. De là, par exemple, si on prend Illy Gartner, elle est plutôt petite, très maigre, donc elle est effectivement très forte, elle a des qualités physiques indéniables et incroyables pour cette ascension. Maintenant, dans un peloton, on le dit souvent, il faut d'abord arriver au pied de l'ascension avant de vouloir la monter super vite. Le vent sur le plat, sur les 150 km de vent, et puis elle pète quoi. Ça peut être un problème, on n'en sait rien. Exagérant, on n'en sait rien, mais ça peut être un problème. Son autre problème, c'est qu'elle est anglaise, elle est d'ailleurs triple championne de Grande-Bretagne de course de côte. Donc preuve qu'elle est dans ce domaine-là quand même très très forte. Maintenant, en Grande-Bretagne, le circuit un petit peu amateur et autre que les équipes professionnelles, c'est souvent des courses de critérium. Ils sont très très forts en course de critérium, mais ça correspond pas du tout à ses qualités. Donc soit elle n'a pas les qualités de frotter et d'être forte sur le plat, soit elle n'a pas eu l'occasion d'être mise en valeur, justement parce qu'elle n'a pas le circuit chez les jeunes et chez les amateurs qui lui permettent de s'exprimer dans ce domaine. Elle aurait mieux fait de déménager en France, finalement. C'est un petit peu la question. On a quand même de belles options pour se démarquer, notamment sur les plus petites catégories. Carrément. Et du coup, pour répondre à cette question, doit-on passer pro sur Strava? Oui, c'est un peu le cas de la Zwift Academy qui a remporté J-Vine. C'est pas tout à fait pareil. La Zwift Academy. Ça se base sur des qualités physiques quasiment uniquement. Oui, avant de savoir s'il y a des qualités de coureur, vraiment de compétiteur. Il y a d'abord, on sélectionne d'abord sur les qualités physiques. Ça a marché pour J-Vine, qui est parfois moqué parce qu'il tombe régulièrement, mais c'est le cas d'autres cyclistes qui pourtant ont été cyclistes depuis longtemps. Il est tombé au Tour du Pays Basque cette année, c'était pas le seul. Non, c'est exactement. Et apparemment, ceux qui font du vélo depuis plus longtemps n'ont pas plus réussi à échapper.
Mais bon, pour lui, ça a fonctionné parce qu'il gagne des courses chez les pros et des belles. Il est dans l'équipe du Tour de France, dans l'équipe qui gagne le Tour de France. Pour lui, ça a fonctionné. C'est pas forcément le cas à l'heure actuelle des autres. Donc, oui, c'est comme Strava, la Zwift Academy, le titre de champion du monde de e-cycling. Ça met en valeur des qualités physiques hors normes, mais ça ne suffit clairement pas. Alors, peut-être avoir une chance. Comme le fait la Zwift Academy, il propose un ticket d'entrée chez les professionnels. C'est clairement une belle façon de se mettre en avant. Ouais. Après, il faut le faire fructifier et montrer ses valeurs complètes en totalité. Et ses autres qualités, surtout technico-tactiques, si on peut dire. Wow. Et d'ailleurs, du coup, dans tous les cas. Quand on comparait du coup le temps d'ascension, notamment sur le Mortirolo ou sur le Stelvio, je me suis posé la question aussi. Est-ce que les records qui tombent, et notamment d'anciens coureurs qui étaient peut-être aussi dopés, ont vraiment des différences? Est-ce que le matériel joue, à quel point le matériel joue dans cette recherche de records? J'ai regardé le vélo de Pantani de 1999. Et oui, j'étais très surpris. Alors toi, tu estimais son poids? Moi j'ai dit qu'ils ont au moins 8 kilos. 8 kilos, moi je disais, écoute, mon père a quasiment le même, en réplica, il était à 8 kg 2, donc ça doit être pas trop mal. Le vélo de Pantani 1999 en tube aluminium 7000 fabriqué par Delabici, 6,96 kg avec pédale et porte-bidon. Ouais. Bon, le compteur était plus léger à l'époque et lui il mettait pas le casque, donc il était un peu plus léger. Donc au final, oui, il se retrouve avec un combo plus léger. Au niveau des poids, entre le matériel de l'époque et maintenant, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, au niveau de l'efficacité et du confort, bon, là, ça a quand même pas mal changé. Mais c'est sûr. Non, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte. Oui, parce que le problème de ce sur un segment simple Strava, chrono, quoi. Voilà, c'est ça. Puis le problème de segment Strava, c'est que ça se trouve, il a un vélo de 4 kg, des copains pour le tirer, on n'en sait rien. Donc c'est pour ça que, oui, c'est déjà une super performance en tant que telle, que ce soit celle de Gardner ou de Jake Burke ou des autres qui auraient des comme Strava dans le genre. Mais ça suffit pas à dire il faut une place en World Tour absolument. Par contre, avoir sa chance, pourquoi pas, mais peut-être un peu plus jeune, j'ai envie de dire, parce que 2021-2022, on était déjà plus très jeune pour passer pro en 2020. Enfin voilà, ça fait 25-26 ans, c'est déjà un peu tard. Et du coup, si à ce moment-là, il a pas réussi à se mettre en valeur dans le peloton continental, peut-être que c'est un petit peu, comme je disais, le train est passé. Le train est passé. Par exemple, j'ai eu un com sur un secteur de Paris-Roubaix. Alors Autant te dire que j'étais pas prêt de gagner Paris-Roubaix parce que les pavés et moi, c'était quand même pas la même chose. Mais prendre un secteur tout seul, en plus un secteur de fin de course, donc moi j'étais frais comme un gardon. Je l'ai fait à fond un jour sec avec Vando. Derrière la voiture. J'ai eu le com et il y a eu 1 ou 2 éditions avant que je me le fasse prendre. Et ça veut clairement pas dire que j'ai le niveau d'aller faire Paris-Roubaix. Ah mais tu l'avais encadré chez toi. Tu avais imprimé la page, tu l'avais encadré. Non, mais je m'étais bien moqué d'un collègue qui était plus rapide que moi mais qui avait crevé. Du coup. Non, mais sur le pavé, il faut savoir rouler sur le pavé. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que Strava, les segments, ça n'a pas forcément une vraie valeur, mais par contre, c'est très très bien pour se comparer à l'ensemble des cyclistes et pour avoir une indication sur son niveau. Après, ça remplace absolument pas les courses finalement, et les courses dans leur intégralité, mais c'est ludique. Il faut le prendre comme un jeu. Moi, je pense que c'est un jeu. Après, et puis, il faut savoir apprécier la performance en tant que telle. Monter à la vitesse de Illy Gardner ou de Jake Burke, c'est juste incroyable. Quoi qu'il en soit, en fait, c'est la sacralisation du monde pro. On peut être un excellent coureur, on peut être un coureur accompli sans être professionnel. Bon, sur ce, maintenant, on va passer à la planète vélo et aux différentes news qu'on a vu passer toute la semaine. Et on a parlé de Zwift et on a la Zwift Academy qui se termine et qui laisse place à la Zwift Base Camp. Un petit peu une nouvelle version finalement d'une Zwift Academy, alors qu'il ne faudra pas de tickets chez les pros cette fois. Oui, voilà. C'est pas un classement avec des compétitions, c'est plus pour apprendre à se connaître. Et c'est sur 6 exercices, on va dire. C'est 3 tests et 3 circuits à faire. Et des tests spécifiques, et ça va, le concept jusqu'au 5 janvier est d'apprendre à se connaître et mettre en avant nos capacités, nos points forts. C'est du profilage en fait, savoir quel type de coureur on est. Ça a commencé la semaine dernière jusqu'au 5 janvier pour apprendre à se connaître et peut-être aussi à mieux orienter son entraînement et avoir un entraînement toujours plus efficace. Encore un bon prétexte pour s'entraîner finalement. Ouais. Et d'ailleurs, pour faire du Zwift, j'ai vu une autre mise à jour, là c'est chez notre partenaire Wahoo. Ils ont modifié leur kicker desk, leur bureau, pour poser l'ordinateur devant le vélo et le home trainer. Ouais, ça faisait 10 ans qu'il existait déjà, ce kicker desk. Ils l'ont mis à jour, maintenant on peut accrocher les roues sur le côté. On peut poser les bidons sans qu'ils tombent de chaque côté de l'ordinateur.
C'est un produit qui est vraiment complémentaire avec le home trainer, pas indispensable, je vous l'accorde. C'est pas indispensable, mais c'est assez pratique. Et surtout, c'est moins cher que la version actuelle. Oui, voilà. On est aux alentours des 200 € à 199 €. Voilà, qu'il était à 100 € plus cher. Donc, une fois qu'on a mis des centaines d'euros dans le vélo, dans le home trainer, dans tout ça, et puis après. Autant ne pas s'embêter avec un ordi qui traîne, qui prend la transpiration si ça vous dessus. Voilà. Tu parles d'euros? Ouais, là j'ai un nouveau chiffre la suite, à te donner, c'est 17 500 €. Le prix de ta nouvelle voiture? Tu rigoles quoi? Beaucoup plus cher. Non, c'est le prix de la série limitée du Stelnovo, le cadre acier fabriqué par Colnago. Ils ont fait une série limitée d'un vélo du coup en acier Columbus avec raccord imprimé 3D. Ça modifie un peu le design des vélos acier conventionnels. Tout équipé en Campagnolo avec le plus haut de gamme et c'est quand même un sacré budget. Bon, mais voilà. Après, chez Colnago, finalement, rien ne nous étonne. Chez Campagnolo non plus. Heureusement que c'est que limité à 70 exemplaires. Non, mais c'est une pièce de collection, c'est évidemment pas un vélo du quotidien, c'est une pièce de collection dont Colnago et Campagnolo ont l'habitude. Et puis finalement, c'est un peu, j'ai envie de dire, une mise à jour de Colnago qui faisait donc des tubes sur la série C. Pas sur la série VKTRS ou voilà, donc sur la série C, c'est toujours des tubes en carbone raccordés avec des pièces en carbone. Donc finalement, c'est la méthode Colnago mise à jour avec l'impression 3D et avec un petit peu le retour en mode des cadres acier, titane, alu, etc. Je pense qu'à l'occasion, on va refaire un show là-dessus sur les cadres acier et un peu les nouvelles tendances. Parce qu'il y a un vrai sujet, mais du coup, voilà, c'est une magnifique pièce de collection pour la fabriquer avec 2 marques d'exception pour 70 chanceux fortunés. C'est ça. Bon, nouvelle news, celle-ci qui ne te concerne absolument pas. Non, par contre, toi, c'est un nouveau moyeu Dynamo qui a été développé et sorti par quoi en fait? Non, ça a été sorti par DT Suisse. Ça a été développé en collaboration avec une autre marque qui s'appelle Shutter Precision, qui faisait déjà des moyeux Dynamo. Quand je dis moyeu Dynamo, c'est pas la petite dynamo qui tourne sur le pneu pour l'éclairage. Moi, j'ai connu que ça sur des vélos de ville. Voilà, donc là, c'est un peu la version haut de gamme pour les vélos de route, vélos de gravel, surtout pour faire du bikepacking ou de l'ultra-distance. Plus pour le bikepacking, mais l'avantage c'est que c'est un moyeu qui intègre une dynamo qui a une très faible résistance. Donc voilà, on parle pas ça coûte à peu près 4 watts, c'est ça? Voilà, après ça dépend des marques. Là, l'avantage que ça soit DT Suisse qui l'a fait, c'est qu'on a les tirages droits des rayons. Donc ils ont fait évoluer le concept des moyeux dynamo qui avaient souvent trop de rayons, du coup qu'on pouvait monter uniquement sur des jantes bas de gamme. Là, on va pouvoir mettre sur des jantes carbone à 24 trous. Ça commence à être pas mal. Et ils annoncent une efficacité de rechargement, c'est-à-dire la pleine puissance pour pouvoir charger ces appareils. À partir de 15 km/h, on est à 72% d'efficacité, ce qui est relativement haut pour la catégorie et ce qui permet vraiment de recharger en partie ces appareils, même quand on va pas très vite. Et là, je pense à des petites montées en gravel. Oui, et puis si c'est destiné au bikepacking, descendre sous les 15-20 km/h, ça peut arriver assez vite. Donc, bien sûr. Et puis ça permet déjà d'alimenter les lampes et les compteurs. Principalement. Lampes et compteurs. Et c'est seulement 175 € le moyeu. Donc on n'est pas sur un produit vraiment excessif en prix. Il faut encore monter la jante dessus. Évidemment. Mais du coup, grâce à celui-là, on pourra monter des jantes un petit peu plus performantes, un peu plus sympas. Carbon fiber. Notre news, on a parlé la semaine dernière de l'équipe FDJ Suez, et bien c'est une des anciennes leaders de l'équipe, Marta Cavalli, on ne savait pas où elle allait, et bien maintenant on sait. Elle a voulu prendre du temps pour elle, mais finalement elle va signer à DSM Firmenich. C'est très compliqué pour elle, on l'a dit. Depuis sa chute au Tour de France 2022, elle essaye, après avoir fait une petite pause, de se relancer dans l'équipe. Donc c'est rigolo, il y a vraiment des transferts d'équipes et de coureuses. C'est vraiment intéressant cette année. Puisque finalement, Juliette Labou vient de DSM à FDJ et Marta va de FDJ à DSM. C'est à peu près le même profil de coureuse, très grimpeuse et très classique ardennaise, tout ça. Donc, on appelle ça les chaises musicales. Ouais, on espère surtout que Marta retrouvera du plaisir et un niveau à vélo, parce qu'évidemment, elle le mérite après ses excellentes performances, notamment, je l'ai dit, sur les ardennaises. C'est ça. Est-ce que tu as regardé un peu le cyclocross, toi, ce week-end? Eh bien, entre 2 courses sur piste aux 4 jours de Genève, que je vous invite à aller checker d'ailleurs sur YouTube, sur la page des 4 jours de Genève, il y avait tous les lives en direct, c'était super, et on peut du coup les retrouver. Si vous voulez découvrir ces épreuves, c'est vraiment, ça vaut le coup d'œil. Mais j'ai quand même jeté un œil sur le cyclocross, puisque la Coupe de France bat son plein, et on a vu le retour de Clément Venturini sur la discipline, dans l'optique du championnat de France.
peut-être du championnat du monde, je sais pas, voilà, qui a terminé top 10 la 5e manche du coup, la première manche du week-end. Oui, sa première manche. Voilà, sa première manche exactement. Et ensuite podium donc dimanche, deux manches gagnées par David Menu qui lui aussi est très en forme. Un coureur qui s'épanouit dans le vélo sans être professionnel sur la route d'ailleurs et qui excelle dans sa discipline puisque c'est à l'heure actuelle le meilleur français. Chez les femmes, c'est la jeune Amandine Muller qui a gagné la 6e manche, donc la 2e manche du week-end, et Anaïs Morichon qui a gagné la 5e manche, la première manche du week-end. C'était au cyclocross UCI de Troyes. À noter que Anaïs Morichon quitte elle aussi les professionnels, retourne chez les amateurs, mais qui pourtant est encore à un très très haut niveau. Oui, qui fait encore de très beaux résultats, quoi. Oui, mais voilà, c'est aussi pour se retrouver et retrouver du plaisir dans sa pratique, dans sa discipline, et on voit que ça fonctionne. Bon, écoute, tant mieux pour elle, et puis voilà, c'est ton cyclocross à suivre et qui bat son plein, et on attend en décembre le retour des champions sur les circuits super prestige, et Coupe du Monde, les Van Der Poel et Van Aert qui ont annoncé qu'ils reprendraient en décembre et peut-être même plus tôt que prévu. Ils vont s'échauffer la gueule, il faut que j'aille m'entraîner. Mais d'ailleurs, pour s'entraîner, n'oubliez pas, mercredi à 19h30, c'est les GCN Ride. Et là, cette semaine, c'est le présentateur allemand. Donc si vous voulez manger des bretzels, c'est mercredi à 19h30. Voilà, c'est Laurine, le nouveau présentateur allemand. N'hésitez pas à lui faire quelques blagues. Et je crois que toi, tu as un message bientôt. Et ben moi, ce sera la semaine d'après. Mais voilà. Et j'ai regardé sur Strava l'activité du club Strava GCN français de la semaine. Et là, je suis très content parce que j'ai Nicolas Scapino qui nous a fait une course de cyclocross, la première de sa vie. Et on voit quand même des statistiques qui sont assez impressionnantes. Une course très très dure de 58 minutes, c'est des formats courts, pour 12 km. On le sait, c'est cyclocross, c'est un circuit, c'est hyper dur, mais un cardio moyen de 172 BPM. Donc voilà l'intérêt du cyclocross, se faire très très mal. Rouler dans la boue à fond. Mais c'est génial. Donc voilà. Et en plus, il a suivi nos conseils parce qu'il nous a noté auditeur assidu de GCN en français. Je me suis mis au cyclisme selon leurs bons conseils. Alors, nos conseils, c'est de vous faire aller dans la boue. Ça devait être les tiens, parce que c'est pas les miens d'aller faire du plaisir. Bon, c'est tout pour ce GCN Show numéro 224. En tout cas, on vous dit à très vite sur GCN en français pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.